La lecture du livre La mauvaise éducation des Noirs. Chapitre 16. Le nouveau type d'homme professionnel requis. Les négros devraient étudier les professions libérales pour toutes les raisons raisonnables pour lesquelles les membres d'une autre race devaient s'engager dans ces lignes d'effort et aussi en raison de l'appel particulier à servir les humbles de leur race. Dans le cas du droit, nous devrions cesser de faire des exceptions en raison des risques d'échec résultant des préjugés à l'encontre des avocats noirs et de l'absence d'entreprises commerciales noires demandant leurs services. Les Noirs doivent devenir comme les gentlemen anglais qui étudient le droit du pays, non pas parce qu'ils ont l'intention d'exercer cette profession, mais parce que tout gentleman devrait connaître le droit. L'interprétation de la loi par les tribunaux implique également tous les droits des Noirs de ce pays et un plus grand nombre d'entre nous doit se qualifier pour ce service important. Nous avons peut-être trop d'avocats de la mauvaise catégorie, mais nous n'avons pas notre part de la bonne catégorie. L'avocat noir a eu tendance à suivre les traces du praticien blanc moyen et n'a pas développé le pouvoir qu'il pourrait acquérir s'il connaissait mieux les personnes qu'il doit servir et les problèmes auxquels elles doivent faire face. Ces éléments ne sont pas des lois en soi, mais ils déterminent en grande partie si le noir pratiquera ou non le droit et le succès qu'il obtient dans cette profession. Le fait de ne pas prêter attention à ces aspects a souvent entraîné la chute de nombreux avocats noirs. Il existe en outre certains aspects du droit auxquels, si l'homme blanc ne s'intéresserait guère, mais auxquels le noir devrait accorder une attention particulière. Il est particulièrement important pour le noir de comprendre les fausses déclarations contenues dans les casiers judiciaires des Noirs et les distinctions raciales dans les lois des nations modernes. Ces questions exigent une étude systématique des principes du droit et de la procédure juridique et en outre une étude pour approfondir les problèmes juridiques tels qu'ils se posent à l'avocat noir dans la vie qu'il doit mener. Cela offre à l'école de droit noir une opportunité inhabituelle. Parce que nos avocats ne prêtent pas attention à ces problèmes, ils échouent souvent en cas de crise. Ils s'intéressent à la race et veulent défendre sa cause. L'affaire, cependant, exige non seulement l'esprit désintéressé qu'il manifeste parfois, mais aussi une compréhension beaucoup plus grande des principes juridiques en jeu. Rien ne l'illustre mieux que l'incapacité de l'un de nos avocats à se montrer à la hauteur dans l'affaire portée devant la Cour suprême des États-Unis depuis l'Oklahoma pour vérifier la validité de l'exclusion des Noirs des wagons Pullman. On peut formuler la même critique à l'égard de l'affaire de ségrégation du district de Columbia portée devant cette haute juridiction par un autre avocat noir. Dans ces deux affaires, les avocats ont mal commencé et ont donc mal fini. Ils n'avaient pas les connaissances nécessaires pour présenter correctement le cas au tribunal. Nos avocats doivent apprendre que les juges ne sont pas des avocats eux-mêmes, car ils doivent décider du bien fondé de ce qui leur est présenté. Ce n'est pas l'affaire des juges de modifier leur plaidoirie ou de décider de leurs affaires en fonction de leurs bonnes intentions. On ne peut certainement pas attendre une telle générosité de la part des tribunaux pleins de préjugés qui cherchent toutes les échappatoires possibles pour échapper à une décision franche sur les droits des Noirs garantis par la Constitution.
Ces questions exigent une étude approfondie et des recherches minutieuses, mais nos avocats, en règle générale, ne sont pas intéressés par ce genre d'exercice mental. Les écoles de médecine noire ont eu beaucoup plus de chance que les quelques écoles de droit noires qui ont contribué à la préparation professionnelle des Noirs. En raison du contact racial exigé des médecins blancs, qui sont parfois peu disposés à entretenir cette relation avec les Noirs, les médecins et les dentistes noirs ont plus de chances parmi le peuple que les avocats noirs. Et la demande pour les services des premiers assure un revenu plus important que celui que les avocats noirs ont l'habitude de gagner. Mais en dépit de cette meilleure chance, les institutions médicales noires et le diplômé n'ont guère contribué à résoudre les problèmes particuliers auxquels la race noire est confrontée. Trop de Noirs se lancent dans la médecine et la dentisterie dans un but purement égoïste, espérant ainsi augmenter leurs revenus et les dépenser dans la joie. Ils ont l'ambition de posséder de belles voitures, de s'habiller également et de se faire remarquer dans la société. L'exercice de cette profession chez les Noirs pauvres donne ces résultats. Alors, pourquoi ne pas être médecin ou dentiste? Trop de nos médecins sont comme celui que l'auteur a récemment visité à New York. Quand je vous ai entendu monter les escaliers, dit-il, j'ai commencé à me réjouir car j'étais sûr que vous étiez un autre patient à qui je pourrais soutirer au moins $2 pour une ordonnance. Pourtant, on pourrait se demander comment ce médecin a pu prospérer dans sa profession, car il ne disposait d'aucun équipement spécial pour la pratique d'une quelconque phase avancée de la médecine. Tout ce qu'il pouvait faire était de regarder la langue du patient, de prendre son pouls, de lui poser quelques questions, de rédiger une ordonnance et de recevoir des honoraires. Il n'avait pas l'équipement nécessaire pour le traitement moderne des maladies graves et ne semblait pas avoir l'ambition de le posséder. Les Noirs d'aujourd'hui ont grand besoin de médecins qui, dans le travail professionnel, se montreront à la hauteur de ce qu'on leur a enseigné à l'école et qui s'appuieront sur cette base par l'expérience et la formation continue. Dans sa situation de ségrégation dans le ghetto, le problème de la santé des Noirs présente plus de difficultés que celui des Blancs qui sont dans une situation différente. La longévité du Noir dépend en partie du nombre de médecins et d'infirmières noirs qui se consacreront de manière désintéressée à la solution de ce problème particulier. Puisque les Noirs sont forcés de se trouver dans des situations indésirables et d'habiter des quartiers infestés de germes, ils ne peuvent échapper à l'extermination finale si nos médecins ne les aident pas à élaborer un programme de santé communautaire qui leur permettra de survivre. Les écoles de médecine noire et le diplômé doivent davantage prêcher la nécessité d'améliorer les conditions qui déterminent la santé et éradiquent la maladie. Il faut former un grand nombre de médecins et d'infirmières, de leur trouver de nouvelles possibilités d'exercer leur profession. Cela peut se faire en produisant de meilleurs produits à partir de ces écoles et en étendant les hôpitaux aux Noirs qui ont été si longtemps négligés dans cette campagne. Cependant, les médecins noirs doivent fournir la direction et d'autres doivent se joindre à eux dans ces efforts. Dans les écoles de médecine, il faut également que les Noirs aient un programme de recherche médicale. Aujourd'hui, le monde est enclin à accorder de l'attention à la santé des Noirs, car l'insalubrité de cette race entraînera la perte de la santé chez les Blancs. Les philanthropes, cependant, ne savent guère
comment procéder ni quelle direction prendre, car ils ont si longtemps négligé les Noirs qu'ils ne savent pas comment s'occuper d'eux avec sagesse, et les médecins nègres eux-mêmes n'ont pas accordé une attention suffisante à cette condition. Les étudiants en médecine nègres n'ont pas accordé suffisamment d'attention aux antécédents des nègres qui, toujours sous cette influence, se livrent à des pratiques superstitieuses et religieuses qui entravent les progrès de la médecine parmi eux. On serait surpris de savoir à quel point la médecine primitive est pratiquée aujourd'hui chez les nègres américains. Souvent, les districts ruraux, ils voient rarement un médecin. La sage-femme et les boristes contrôlent la situation. Le plus grand problème à résoudre actuellement est l'étude de la résistance différentielle des races aux maladies. Quelles sont les maladies auxquelles les Noirs sont plus sensibles que les Blancs? Quelles sont les maladies auxquelles les Blancs sont plus sensibles que les Noirs? Le Noir échappe à la fièvre jaune et à la grippe, mais le Blanc meurt. Le Blanc résiste assez bien à la syphilis et à la tuberculose, mais le Noir atteint de ces maladies succombe facilement. Ces questions offrent un champ de recherche intéressant pour les étudiants noirs en médecine. Si nous entendons beaucoup parler de médecine, de droit et autres, leur importance ne doit pas être trop soulignée. Il est certain que les hommes ne devaient pas se précipiter dans ces domaines pour gagner de l'argent, mais toutes les professions parmi les Noirs, à l'exception de l'enseignement et de la prédication, sont en manque de personnel. Tous les Noirs exerçant une profession libérale représentent moins de 2% et demi des personnes âgées de plus de 10 ans qui ont eu un emploi rémunéré. En même temps, les Blancs trouvent certaines de leurs professions surpeuplées et certains de leurs praticiens ne pourraient pas exister sans le patronage des Noirs. Les Noirs, eux aussi, devraient suivre une formation systématique pour les professions dans lesquelles ils ont montré des aptitudes particulières, comme dans le domaine des arts. Ils ne doivent pas attendre l'approbation des Américains pour se plonger dans des sphères inconnues. Le monde n'est pas circonscrit par les États-Unis et le Noir doivent devenir un pionnier dans l'utilisation d'une plus grande partie de l'univers. Si les gens d'ici ne reconnaissent pas le Noir dans ces sphères, qu'ils cherchent à se faire entendre dans les cercles libéraux d'Europe. S'il a un art quelconque, les Européens l'apprécieront et lui assureront le succès dans des domaines interdits. En Europe, il faut le noter, l'artiste noir n'est pas recherché comme un simple imitateur. Les Européens le reconnaîtront dans le rôle d'un artiste éclairé qui dépeint la vie de son peuple. Comme le disait un abolitionniste anglais, il y a plus d'un siècle, le portrait du noir a rarement été dessiné autrement que par le crayon de son oppresseur, et le noir s'est assis pour le faire dans l'attitude déformée de l'esclavage. Une nouvelle méthode d'approche est toutefois possible aujourd'hui. L'Europe s'est éveillée à l'importation de la culture africaine et les siècles qui la composent veulent voir cette vie dépeinte par le noir qui peut la voir de l'intérieur. Il y a une philosophie que le monde doit comprendre. De sa contemplation peut naître un nouveau programme social. C'est là que réside l'opportunité pour l'artiste noir d'être un réformateur du monde. Va-t-il la voir et vivre ou continuer à imiter les autres et mourir?
La lecture du livre La mauvaise éducation des Noirs. Auteur Carter Godwin Woodson. Chapitre 17. Des aspirations plus élevées au service du pays. Un autre facteur dont le noir a besoin est une nouvelle figure politique qui ne se préoccupe pas tant de ce que les autres peuvent faire pour lui que de ce qu'il peut faire pour lui-même. Il connaîtra suffisamment le système de gouvernement pour ne pas porter ses problèmes aux fonctionnaires fédéraux et s'avouer ainsi un échec dans la communauté dans laquelle il vit. Il saura que sa liberté de péonnage et de lynchage sera déterminée par la mesure dans laquelle il pourra devenir un citoyen digne de ce nom et s'imposer dans sa communauté. Le nouveau noir en politique ne sera pas imprudent au point de se joindre aux délégations ignorantes des conférences et des congrès qui organisent des pèlerinages annuels à la Maison-Blanche pour se plaindre au président parce qu'ils n'ont pas réussi socialement et économiquement à répondre aux exigences de l'autopréservation. Le nouveau noir en politique comprendra clairement qu'en dernière analyse, les fonctionnaires fédéraux ne peuvent rien faire dans ces domaines dans le cadre des pouvoirs de police des États et il ne se remettra pas dans la position d'être reçu avec froideur et traité avec mépris comme l'ont été de tout temps ces ignorants qui ont induit la race noire en erreur. Le nouveau noir en politique fera donc appel aux siens et aux amis de ces autres races de sa localité qui croient en la justice sociale. S'il fait quelque chose pour lui-même, les autres feront plus pour lui. La vigueur croissante de la race ne sera donc pas gaspillée en lutte partisane dans l'intérêt des oppresseurs de la race. Il ne devrait pas être possible pour les chefs politiques d'inciter presque tous les Noirs de la communauté à abandonner leur emploi permanent pour les aider, eux et leurs semblables, à réaliser un programme dans l'intérêt égoïste de ceux qui l'ont conçu. Il ne devrait pas être possible pour les politiciens de distribuer des fonds à raison de 50 ou 100 dollars par tête parmi les ministres les plus éminents et de les utiliser ainsi que les congrégations dans des luttes partisanes vicieuses. Il est tout à fait honteux que certains ministres se servent de la religion comme d'un camouflage pour gagner en influence dans les églises pour ensuite utiliser ce pouvoir à des fins politiques égoïstes. Le noir devrait s'efforcer d'être un personnage dans la politique et non un outil pour les politiciens. Ce rôle supérieur peut être joué non pas en rassemblant tous les votes d'une race de même côté de la barrière, comme l'ont fait les Noirs et les Blancs dans le Sud, mais par une action indépendante. Le Noir ne doit pas reprocher au Parti républicain de l'oublier et il ne doit pas blâmer le Parti démocratique de s'opposer à lui. Le Sud ne peut pas non plus blâmer quelqu'un d'autre que lui-même pour son isolement dans la politique nationale. Tout peuple qui votera de la même manière pendant 3 générations sans obtenir de résultats doit être ignoré et privé de ses droits. En tant qu'élément minoritaire, le noir ne doit pas frapper à la porte d'un parti politique particulier. Il devrait faire appel aux nègres eux-mêmes et c'est d'eux que devait venir l'harmonie et l'action concertée pour une nouvelle avancée vers cette plus grande liberté des hommes. Le noir doit utiliser son vote plutôt que de le donner pour récompenser les morts pour des faveurs accordées dans un passé lointain. Il devrait réclamer non par
les quelques postes réservés aux Noirs, mais la reconnaissance de ces personnes méprisées comme des hommes conformément aux dispositions de la Constitution des États-Unis. Les quelques postes au niveau de l'État et du pays qui étaient autrefois réservés aux Noirs sont devenus insignifiants lorsqu'on les compare aux nombreux postes très lucratifs occupés aujourd'hui par les Noirs grâce à leur développement dans d'autres domaines. Parfois, un Noir éminent dans le domaine de l'éducation, des affaires ou de la vie professionnelle peut gagner plus en quelques mois que les hommes politiques les plus performants ne peuvent gagner en plusieurs années. Ces emplois politiques ont d'ailleurs diminué ces dernières années parce que la montée des préjugés raciaux que cette politique a sans doute favorisé fournit aux dirigeants politiques une excuse pour ne rien accorder de plus à leurs collègues noirs. Le nouveau noir en politique doit apprendre quelque chose que les anciens World Healers n'ont jamais pu réaliser, à savoir que non seulement les quelques postes attribués aux Noirs sont insignifiants, mais que même si le Noir recevait une part proportionnelle du butin, la race ne peut pas espérer résoudre un problème sérieux par le biais de la politique. La vraie politique, la science du gouvernement, est profondément enracinée dans les fondements économiques de l'ordre social. Pour jouer un rôle important dans la politique, le noir doit être un grand personnage de la politique. Une classe de personnes légèrement au-dessus de la pauvreté ne peut donc jamais avoir une grande influence dans les cercles politiques. Le noir doit développer un caractère et une valeur qui le rendent désirable partout, afin qu'il n'ait pas à frapper à la porte des partis politiques, mais qu'on la lui ouvre. Le nouveau noir en politique ne doit pas demander de l'argent au parti. Il ne doit pas s'engager pour une somme dérisoire afin de rallier les électeurs. Il doit contribuer à la campagne du parti qui lui plaît, plutôt que d'y puiser une allocation pour chasser le loup de la porte pendant les 3 mois de la prospection politique. On considérera comme un coup de chance qu'un noir d'une telle influence et d'un tel caractère se soit aligné sur un parti et se fait sera pour l'élément auquel il appartient. Le nouveau noir en politique, en outre, ne doit pas être un politicien. Il doit être un homme. Il doit essayer de donner quelque chose au monde plutôt que de lui soutirer quelque chose. Le monde tel qu'il doit le voir ne lui doit rien. Et certainement pas un poste politique, et il ne doit pas essayer uniquement de s'en assurer un, et perdre ainsi de précieuses années qui pourraient être consacrées au développement de quelque chose de durable. S'il entre en fonction, ce doit être un sacrifice, car son temps précieux est requis ailleurs. Si son pays a besoin de lui dans un poste civil, il peut répondre à l'appel par deux voies, car son utilité est par ailleurs assurée. Nous pouvons donc attendre d'un tel noir des conseils avisés, une direction intelligente et un effort constructif pour le bien de tous les éléments de notre population. Lorsque de tels noirs entrent en fonction, vous ne les verrez pas se spécialiser dans les questions qui concernent particulièrement les Noirs, proposant simplement des projets de loi contre l'esclavage et des mesures pour la pension des affranchis. Le nouveau noir en politique ne verra pas sa chance dans cette restriction, mais dans une vision globale de l'ordre social et économique dont sa race fait partie. En travaillant ainsi pour le bien de tous, poussé par son esprit libéral, le nouveau noir fera beaucoup plus pour rassembler les éléments pour le bien commun qu'il ne pourra le faire en ne parlant que des mots de son coin particulier et en tendant la main pour une douceur.
En suggérant ici la montée du nouveau Noir en politique, l'auteur ne pense pas aux Noirs dits radicaux qui ont lu et mal compris Karl Marx et ses disciples et qui résoudraient les problèmes politiques aussi bien qu'économiques de la race par une application immédiate de ces principes. L'histoire montre que, bien qu'un grand nombre de personnes aient effectivement essayé de réaliser ces rêves agréables, elles en sont revenues en dernière analyse à un programme social fondé sur la concurrence. Si personne ne doit jouir des fruits de son travail exceptionnel, pas plus que l'individu qui n'est pas prêt à rendre un service aussi extraordinaire, pas un sur 1000 ne sera suffisamment motivé pour s'efforcer de réaliser des choses importantes. Et la force appliquée, dans ce cas, pour stimuler une telle action a toujours échoué. Si les Blancs excités qui apportent aux nègres des doctrines qui étranges sont assez fous pour y croire, les nègres eux-mêmes devraient apprendre à penser avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire montre que peu importe qui est au pouvoir ou quelle force révolutionnaire s'empare du gouvernement, ceux qui n'ont pas appris à se débrouiller seuls et doivent dépendre uniquement des autres n'obtiennent jamais plus de droits ou de privilèges à la fin qu'ils n'en avaient au début. Même si le bouleversement social attendu se produit, le Noir sera mieux préparé à prendre soin de lui-même dans la reconstruction qui suivra s'il développe le pouvoir d'accéder à une position plus élevée après que le peuple, radicalement démocratique, se sera remis de ses réjouissances dans une utopie impossible. Dire que le Noir ne peut pas se développer suffisamment dans le monde des affaires pour se mesurer aux capitalistes d'aujourd'hui, c'est nier les faits réels, réfuter l'histoire et discréditer le Noir en tant que concurrent capable dans la bataille économique de la vie. Aucun homme ne sait ce qu'il peut faire tant qu'il n'a pas assez. La race noire n'a jamais essayé de faire grand-chose pour elle-même. Cette race a de grandes possibilités. S'il est bien éveillé, le noir peut faire ce qu'on appelle l'impossible dans le monde des affaires et contribuer ainsi à gouverner plutôt qu'à être gouverné. En ne voyant pas cela et en préconisant la destruction de l'ordre économique tout entier pour redresser les torts sociaux, nous constatons une fois de plus la tendance du noir à attendre qu'une force extérieure fasse pour lui ce qu'il doit apprendre à faire lui-même. Le noir doit devenir radical et la race n'arrivera jamais à rien tant qu'elle ne le deviendra pas. Mais ce radicalisme doit venir de l'intérieur. Le noir sera bien bête de recourir à des mesures extrêmes en faveur des mouvements étrangers avant d'apprendre à souffrir et à mourir pour redresser ses propres torts. Il n'existe aucun mouvement dans le monde qui travaille spécialement pour le noir. Il doit apprendre à le faire pour lui-même ou être exterminé tout comme l'Indien d'Amérique a affronté son destin au soleil couchant. Pourquoi le noir devrait-il attendre que quelqu'un de l'extérieur l'incite à s'affirmer lorsqu'il se voit volé par son employeur, escroqué par son commerçant et étouffé par les agents de l'injustice du gouvernement? Pourquoi attendre une incitation à l'action lorsqu'il voit sa virilité insultée, ses femmes outragées et ses compagnons lynchés pour s'amuser? Les nègres ont toujours eu des raisons suffisantes d'être radicaux et il est ridicule de les voir prendre fait
et cause pour d'autres qui prétendent s'intéresser aux nègres alors qu'ils n'ont que l'intention d'utiliser la race comme un moyen d'arriver à leur fin. Lorsque le but recherché par ces soi-disant groupes amis aura été atteint, ils n'auront plus besoin du noir et le laisseront tomber, tout comme l'a fait la machine républicaine. Les radicaux avancent également l'argument selon lequel le noir appartenant à un groupe minoritaire sera toujours dominé par les autres. Du point de vue des éléments égoïstes, c'est peut-être vrai et cela a certainement fonctionné ainsi pendant un certain temps. Mais les choses ne se déroulent pas toujours selon des calculs mathématiques. En fait, les développements significatifs de l'histoire n'ont jamais été déterminés ainsi. Seuls les événements temporaires et insignifiants peuvent être prévus de cette manière. Le facteur humain est toujours difficile à évaluer pour le matérialiste et les prophéties de l'alamiste sont souvent contrariées. Pourquoi devrions-nous attendre à moins dans le cas du noir? Chapitre 18. L'étude du nègre. La lecture du livre La mauvaise éducation du noir. Auteur Carter Godwin Woodson. Chapitre 18. L'étude du nègre. Les faits tirés d'une expérience de plus de 20 ans nous permettent de faire certaines déductions en ce qui concerne l'étude du nègre. Un seul noir sur 10 000 s'intéresse à l'effort d'exposer ce que sa race a pensé, ressenti, tenté et a accompli pour qu'elle ne devienne pas un facteur négligeable dans la pensée du monde. Par les traditions et l'éducation, cependant, la grande majorité des Noirs se sont intéressés à l'histoire et à la situation des autres races, et ils dépensent chaque année des millions pour promouvoir cette connaissance. En plus de cette somme, il faut bien sûr considérer l'importante somme payée pour les appareils qui tentent de ne pas être des Noirs. La principale raison pour laquelle tant de gens accordent si peu d'attention à l'histoire du noir est la conviction que cette étude est sans importance. Ils ne considèrent comme de l'histoire que des actes tels que ceux de Mussolini qui, après avoir construit une machine de guerre efficace avec l'aide d'autres Européens, l'utilise maintenant pour assassiner des Africains désarmés et sans défense qui se sont limités à s'occuper de leurs propres affaires. Si Mussolini réussit à écraser l'Abyssinie, il sera enregistré dans l'histoire parmi les Césars et les volumes écrits à la louange du concurrent trouveront leur chemin vers les maisons et les bibliothèques de milliers de Noirs mal informés. L'oppresseur a toujours endoctriné les faibles avec cette interprétation des crimes des forts. Les seigneurs de la guerre n'ont fait le bien qu'accidentellement ou accessoirement, tout en cherchant à faire le mal. Les mouvements qui ont amélioré la condition de l'humanité et stimulé le progrès ont été inaugurés par des hommes de pensée qui ont sorti leurs compagnons de la corvée pour les amener à l'aisance et au confort de l'égoïsme et à l'altruisme. Le noir peut se réjouir du fait que ses mains, contrairement à celles de ses oppresseurs, ne sont pas tachées de tant de sang extrait par la force brute.
La véritable histoire n'est pas le récit des succès et des déceptions, des vices, des folies et des querelles de ceux qui se disputent le pouvoir. L'Association pour l'étude de la vie et de l'histoire des Noirs se fonde sur le fait qu'il n'y a rien dans le passé des Noirs de plus honteux que ceux que l'on trouve dans le passé des autres races. Le nègre, comme les autres, connut des hauts et des bas. Avec la domestication des animaux, la découverte du fer, le développement des instruments à cordes, l'avancement des beaux-arts et l'inauguration du procès par jury à son actif, le nègre se situe au même niveau que les autres dans sa contribution au progrès du monde. L'oppresseur cependant s'élève pour dire le contraire. Il enseigne aux Noirs qu'il n'a pas de passé digne d'intérêt, que sa race n'a rien fait d'important depuis le début des temps et qu'il n'y a aucune preuve qu'il puisse jamais accomplir quelque chose de grand. L'éducation du Noir doit donc être soigneusement dirigée pour éviter que la race ne perde son temps à tenter de réaliser l'impossible. Amener le Noir à croire cela et contrôler ainsi sa pensée. Si vous pouvez ainsi déterminer ce qu'il pensera, vous n'aurez pas à vous soucier de ce qu'il fera. Vous n'aurez pas besoin de lui dire d'aller à la porte de derrière. Il ira sans qu'on lui dise. Et s'il n'y a pas de porte de derrière, il s'en fera couper une pour son bénéfice particulier. Si vous enseignez au Noir qu'il a accompli autant de bien que n'importe quelle autre race, il aspirera à l'égalité et à la justice sans considération de race. Un tel effort bouleverserait le programme de l'oppresseur en Afrique et en Amérique. Montrez donc aux Noirs ses crimes et ses défauts, qu'ils apprennent à admirer l'hébreu, le grec, le latin et le teuton. Amenez le Noir à détester l'homme de sang africain, à se détester lui-même. L'oppresseur pourra alors conquérir, exploiter, opprimer et même anéantir le Noir par la ségrégation sans crainte ni tremblement. Si la vérité est cachée, il y aura peu d'expressions de pensée contraires. Le nègre américain s'est approprié une abondance d'informations que d'autres ont rendues accessibles aux opprimés, mais il n'a pas encore appris à penser et à planifier pour lui-même comme les autres le font pour eux-mêmes. Cette race pourrait bien être qualifiée de peuple le plus docile et le plus docile de la terre. Cela signifie simplement que lorsque les oppresseurs amènent la grande majorité de la race à servir les objectifs de le traducteur, la race devient si facile dans les années qui suivent et qu'ils n'ont guère de problème avec les masses aussi contrôlées. C'est un système des plus satisfaisants. Il est devenu si populaire que les nations européennes prévoyantes envoient certains de leurs esprits les plus brillants aux États-Unis pour observer le nègre en inaction afin d'apprendre comment traiter de la même manière les nègres dans leurs colonies. Ce dont le nègre est satisfait en Amérique sera accepté comme la mesure de ce qui devrait lui être attribué ailleurs. Certains Européens considèrent la solution du problème racial aux États-Unis comme l'une de nos grandes réalisations. Le nègre mal éduqué se joint à l'opposition en objectant que l'étude du nègre maintient en vie des questions qui devraient être oubliées. Le nègre devrait cesser de se souvenir qu'il a été autrefois esclave, qu'il a été opprimé et même qu'il est un nègre. Le traducteur cependant maintient devant le public les aspects de cette histoire qui justifient l'oppression actuelle de la race.
Il semblerait donc que le Noir doive insister en même temps sur les aspects favorables pour justifier une action en sa faveur. On ne peut pas reprocher au Noir de ne pas vouloir qu'on lui rappelle qu'il est de genre, de créatures que l'oppresseur a représentées comme étant le Noir. Mais cette attitude même montre l'ignorance du passé et une dépendance servile envers l'ennemi pour servir ce qu'il veut détruire. Le Noir ne peut être rendu fier de son passé qu'en l'abordant lui-même de manière scientifique et en donnant sa propre histoire au monde. Ce que d'autres ont écrit sur le Noir au cours des 3 derniers siècles a eu pour but principal de l'amener là où il est aujourd'hui et de l'y maintenir. La méthode employée par l'Association for the Study of Negro Life and History n'est cependant pas une propagande spectaculaire ou une agitation incendiaire. Rien ne peut être accompli de cette manière. Ceux que les dieux veulent détruire, ils les rendent d'abord fous. Le nègre, qu'il soit en Afrique ou en Amérique, doit être orienté vers un examen sérieux des principes fondamentaux de l'éducation, de la religion, de la littérature et de la philosophie tels qu'ils lui ont été exposés. Il doit être suffisamment éclairé pour déterminer par lui-même si ses forces sont entrées dans sa vie pour le bénir ou pour bénir son oppresseur. Après avoir pris connaissance des faits, le Noir doit acquérir la capacité d'exécution nécessaire pour traiter ces questions comme le font des personnes douées de clairvoyance. Les problèmes de grande importance ne peuvent être résolus en un jour. Les questions d'une grande importance doivent être abordées avec des plans de grande envergure. L'Association pour l'étude de la vie et de l'histoire des Noirs apprend aux Noirs à faire preuve de prévoyance plutôt que de recul. Le Libéria ne doit pas attendre être offert à l'Allemagne pour se rendre compte qu'il a peu d'amis en Europe. L'Abyssinie ne doit pas attendre d'être envahie par l'Italie pour se préparer à l'autodéfense. Une étude scientifique du passé des nations modernes montrerait que ces tendances égoïstes sont les résultats inévitables de leur politique à l'égard de ceux qu'elles ont prétendu élever. Par exemple, une grande partie de l'Afrique a été conquise et subjuguée pour sauver des âmes. Combien coûteux a été le salut du nègre? L'un des arguments plus forts en faveur de l'esclavage était qu'il avait amené le Noir à la lumière du salut. Et pourtant, le Noir est aujourd'hui pratiquement perdu. L'Association pour l'étude de la vie et de l'histoire des Noirs, cependant, n'a pas de marque particulière pour la solution du problème racial, si ce n'est d'apprendre à penser. Aucun programme général d'amélioration de la condition des Noirs dans toutes les parties du monde ne sera plus efficace qu'une telle procédure ne l'aurait été pour les membres d'autres races dans des circonstances différentes. Ce qui peut aider un nègre en Alabama peut s'avérer nuisible pour un nègre du Maine. Le nègre africain peut avoir ses progrès retardés par l'application des méthodes utilisées pour l'élévation du nègre en Amérique. Un homme réfléchi cependant apprend à faire face sagement aux conditions telles qu'il les trouve plutôt que de recevoir des ordres de quelqu'un qui ne sait rien de son statut et s'en soucie moins. À l'heure actuelle, le nègre, tant en Afrique qu'en Amérique, est transformé ici et là, à titre expérimental, par le prétendu ami qui, en dernière analyse, ne font que l'aider à rester dans l'ignorance. Dans le cadre de son programme visant à aborder ces questions de manière impartiale, l'association a mis à disposition un plan pour l'étude systématique du nègre tel qu'il a touché la vie des autres
et telle que les autres ont fonctionné dans leur relation avec lui. The African Background Outline et Handbook. Ce livre est écrit du point de vue de l'histoire, de la littérature, de l'art, de l'éducation, de la religion et de l'impérialisme économique. En 17 chapitres, la première partie de l'ouvrage présente un bref résumé du passé de l'Afrique, des cours sur le nègre en Afrique, le nègre dans l'esprit des Européens, le nègre en Amérique, le nègre dans la littérature, le nègre dans l'art, l'éducation du nègre, le développement religieux du nègre et l'impérialisme économique, suivent dans la deuxième partie avec de nombreux commentaires bibliographiques pour chaque titre et sous-titre de ces plans. Cela facilite la tâche des clubs, des sociétés de jeunes et des classes spéciales organisées là où les oppresseurs de la race et les nègres qui coopèrent avec eux sont déterminés à ce que l'histoire et la condition du nègre ne fassent pas partie des programmes d'études. Dans ce cadre, il n'y a pas d'animosité, rien qui puisse engendrer la haine raciale. L'association n'édite pas de telles publications. Le but de cette organisation est d'exposer les faits sous une forme scientifique, car les faits correctement exposés racontent leur propre histoire. Il n'y a aucun avantage à enflammer l'esprit des Noirs contre leurs traducteurs. D'une certaine manière, ils méritent d'être félicités pour s'être si bien occupés de leurs propres intérêts. Le noir doit se mettre en colère contre lui-même parce qu'il n'a pas su gérer ses propres affaires avec sagesse. En d'autres termes, le noir doit apprendre des autres comment prendre soin de lui-même dans cette épreuve éprouvante. Il ne doit pas se contenter de s'approprier ce que les autres ont mis de côté pour lui et venir ensuite, sous l'apparence d'amis, soumettre même cette information limitée à de nouvelles interprétations erronées. La lecture du livre « La mauvaise éducation des Noirs ». Auteur Carter Godwin Woodson. Année 1906. Annès. Beaucoup de bruit pour un nom. Un participant qui a récemment assisté à une réunion historique a souhaité aborder la question de savoir comment il fallait appeler la race. Africain, nègre, gens de couleur ou quoi? C'est une question qui le préoccupe beaucoup car il espère ainsi résoudre le problème de la race. Si les autres acceptent d'appeler les nègres des Nordiques, pense-t-il, il atteindra le but recherché en prenant un raccourci. Cela peut sembler insensé, mais il y a un grand nombre de Noirs très instruits qui croient que ce changement de terminologie pourrait être accompli et ils ont consacré du temps et de l'énergie à essayer d'obtenir un changement. Beaucoup d'entre eux souffrent mentalement à cause de l'utilisation fréquente d'expressions offensantes pour s'adresser aux Noirs. Il faut donc être très prudent lorsqu'on traite avec eux. C'est pourquoi nos amis des autres races doivent demander conseil avant de nous aborder. Par exemple, Lady Simon, épouse de Sir John Simon, membre du cabinet britannique, a récemment demandé à un noir américain comment son peuple préfère être appelé. Et plus tard, en Angleterre, elle a abordé la même question avec un autre membre de cette race. En tant que défenseur de la liberté, elle a beaucoup écrit pour faire avancer cette cause. Elle n'aimerait donc pas utiliser dans ses œuvres une expression qui pourrait heurter la sensibilité de certains. Bien qu'elle étudie les problèmes sociaux, cette femme érudite ne peut comprendre cette psychologie particulière. Les Américains, eux aussi, doivent avouer qu'il leur est difficile de la comprendre, à moins que ce ne soit parce que l'esprit nègre hautement éduqué
a tendance à se préoccuper de futilités plutôt que des grands problèmes de la vie. Nous avons connu des Noirs qui demandaient un IMCA ou un YWCA séparé, une église ou une école séparée, et qui s'opposaient ensuite à ce que l'institution soit appelée de couleur ou noire. Ces ségrégations ont fait un compromis sur le principe, mais ils ne veulent pas reconnaître leur crime contre la justice. Le nom, croit-il, les sauvera de la disgrâce? Ce n'est pas tant le nom de la chose qui importe que ce qu'elle est. Le noir ne cesserait pas d'être ce qu'il est en l'appelant autrement. Mais s'il lutte, s'il fait quelque chose de lui-même et s'il contribue à la culture moderne, le monde apprendra à le considérer comme un Américain plutôt comme l'un des éléments sous-développés de la population. Le mot nègre ou noir est utilisé pour désigner cet élément particulier parce que la plupart des personnes d'origine africaine sont de cette couleur. Ce terme n'implique pas que tous les noirs sont noirs. Et le mot blanc ne signifie pas que tous les blancs sont réellement blancs. Les noirs peuvent être de couleur, mais de nombreux caucasiens sont scientifiquement classés comme étant de couleur. De plus, nous ne sommes pas tous africains car beaucoup d'entre nous ne sont pas nés en Afrique. Et nous ne sommes pas tous afro-américains car peu d'entre nous sont des natifs d'Afrique transplantés en Amérique. Il n'y a rien à gagner à fuir le nom. Les noms de pratiquement toutes les races et nations ont parfois été synonymes d'insignifiance et de statut social inférieur. Les Angles et les Saxons, autrefois esclaves des Romains, en ont fait l'expérience et même le nom des Grecs pendant un certain temps n'a signifié que cela pour ses concurrents du monde. Les peuples qui ont porté ces noms, cependant, les ont rendus grands et illustres. Le noir doit apprendre à faire de même. Il est également étrange qu'alors que le noir a honte de son nom, les étrangers ne le considèrent généralement pas dans ce sens. On trouve en Europe un certain nombre de nègres antillais et américains de sang caucasien qui ne veulent pas être connus comme des nègres. En règle générale, cependant, un Européen de sang négro-africain est fier de son héritage racial et se réjouit d'être désigné comme tel. L'auteur en a vu un exemple frappant à Londres chez la petite fille d'un chef zoulou. Elle est si éloignée du type africain que l'on pourrait facilement la prendre pour une Espagnole. Et pourtant, elle ne pense qu'à son lien africain et s'inspire principalement de l'histoire de son peuple, au-delà des piliers d'Hercule. L'écrivain a été agréablement surpris quelques jours plus tard lorsqu'il a rencontré un éminent Parisien ayant la même attitude. Il a publié plusieurs ouvrages dans lesquels il défend la cause des Noirs parce qu'il a le même sang dans les veines. Une femme européenne aisée, fille d'un Hollandais et d'une mère africaine, s'enthousiasme également pour son sang noir. La première chose qu'elle a mentionnée en conversant avec l'écrivain était cette mère noire. Cette jeune femme a exprimé le regret de ne pas avoir plus de cette couleur pour pouvoir dire, comme les membres de certaines tribus d'Afrique, « Je suis noire et belle. Je suis noire et belle. Je suis magnifiquement noire. » Ces personnes vous surprennent quand vous pensez à l'attitude de beaucoup des Noirs américains sur cette question. Ces personnes conscientes de leur race peuvent réfléchir, mais il est rare que le noir américain se livre à un tel exercice. Il a permis à d'autres personnes de déterminer pour lui l'attitude qu'il a envers son propre peuple. Cela signifie l'asservissement de son esprit et finalement l'asservissement de son corps.
Certains Européens considèrent plutôt le mot nègre comme romantique. En parcourant les rues de Paris, on peut avoir des publicités pour des endroits tels que l'Élan Noir et le Café aux Nègres de Toulouse. Dans l'un de ces cas, l'écrivain a été particulièrement attiré par la chope du nègre et y a dîné un jour. La cuisine était excellente, la musique jouée par l'orchestre était charmante et une foule joyeuse est venue s'amuser. Cependant, il était le seul nègre présent. En se promenant dans une rue de Genève, il n'y a pas longtemps, l'attention de l'écrivain a été attirée par une chose de ce genre, qui est encore plus significative. C'était un café de gros appelé à la case de l'oncle Tom. Il est entré et a demandé « Pourquoi avez-vous donné un tel nom à ce magasin ?» La propriétaire a ri et a expliqué que son grand-père, François Prudhomme, qui avait lu La case de l'oncle Tom et en avait été profondément impressionné, avait choisi ce nom pour le magasin lorsqu'il l'a créé en 1866. La valeur de la couleur. Il n'y a pas longtemps, l'écrivain a vu dans une rue l'une des plus jolies femmes du monde. C'était une femme parfaitement noire, élégamment vêtue d'une tenue grise, appropriée et de modeste parure qui s'harmonisait avec sa couleur. Elle était naturellement une figure imposante sans aucun effort pour plaire aux autres, car son maintien était tel qu'elle ne manquait pas d'attirer l'attention. Il ne peut se retenir de la contempler et regardant autour de lui pour voir si d'autres personnes étaient également concernées. Il constata que les blancs de la voiture l'admiraient également, au point de faire des commentaires entre eux. Le bon sens de cette femme, qui se manifestait par le fait qu'elle savait comment s'habiller, avait fait de sa couleur un atout plutôt qu'un handicap. L'écrivain s'est alors facilement rappelé cette tribu d'Afrique qui se sent habituellement fière d'être noire. On nous dit qu'ils tiennent tellement à être noirs que s'ils trouvent un membre du groupe qui a tendance à s'écarter le moins du monde de cette couleur, ils vont au cœur de la nature, en extraient la teinture la plus sombre et en peignent le visage de cet indigène pour qu'il reste parfaitement noir. Ici en Amérique, cependant, nous avons honte d'être noirs. Ici en Amérique, cependant, nous avons honte d'être noirs. Beaucoup d'entre nous qui sont réellement noirs se poudrent le visage et se rendent bleus. Ce faisant, nous devenons presque hideux en imitant servilement ceux qui nous entourent, conformément à notre coutume d'imitation. Nous ne nous prenons pas pour ce que nous valons réellement et nous ne tirons pas le meilleur de nous-mêmes. Nous faisons preuve d'un manque de goût dans le choix de nos vêtements. Nous désirons ce que les autres portent, que cela s'harmonise ou non avec notre couleur. Ils ont accordé une attention particulière au design et en ce qui concerne leur race et ont écrit des livres à cet effet. Pensant toutefois que le noir n'est pas censé porter autre chose que ce que les pauvres peuvent ramasser, les artistes n'ont pas pensé sérieusement à lui. Les professeurs et les élèves des écoles voisines ainsi concernés nous demandent donc sans cesse de les aider à étudier le dessin en ce qui concerne le noir
mais nous n'avons rien de scientifique à leur offrir. Nous n'avons pas de personnel d'artistes qui puisse fonctionner dans ce domaine. Pour pouvoir répondre à ce besoin, il faut faire l'effort le plus minutieux pour comprendre les couleurs et les schémas de couleurs. C'est une tâche très difficile en raison de la variation des couleurs au sein de la race. Parfois, dans une famille de 10 personnes, on trouve à peine 2 personnes de la même couleur. Les habiller tous de la même façon est peut-être économique, mais le monde passe à côté d'une grande partie de la beauté. La mère noire doit donc être la véritable artiste. Et les écoles qui forment aujourd'hui les jeunes à devenir les parents de demain devraient accorder autant d'attention à ces personnes esthétiques qu'aux langues, à la littérature ou aux mathématiques. En négligeant de mieux se connaître à ce point de vue, le noir commet donc une erreur coûteuse. Il devait s'intéresser de près aux possibilités esthétiques de sa situation. Dans cette soi-disant race, nous avons les plus belles personnes du monde. Lorsqu'elles s'habillent en harmonie avec les nombreuses nuances et couleurs dont nous sommes si richement dotés. Pourquoi partir loin de chez nous pour trouver ce que nous avons déjà sous la main? Récemment, on a assisté à Washington à une démonstration de la valeur de la couleur lorsque le conclave maçonnique a organisé un formidable défilé dans cette ville nationale. Les Blancs ont été attirés par les Noirs. Remarquables et droits, si joliment vêtus de costumes orientaux, mais c'était un hasard. La couleur des Noirs était orientale et les couleurs de cet ordre ont été élaborées à l'origine convenir aux habitants de ces régions. Le blanc immaculé du Caucasien ne s'harmonise pas avec cet vêtement. Pourquoi alors le noir devrait-il s'inquiéter de ce que portent les autres? En poussant à l'extrême l'imitation des autres aujourd'hui, nous ne sommes pas loin des nègres opprimés de l'antébellum qui, incapables de s'habiller eux-mêmes, devaient prendre ce que les autres leur jetaient. Nous offrons donc un spectacle des plus hideux lorsque nous sommes en parade vestimentaire dans notre environnement social. Tant d'entre nous, vêtus de couleurs inconvenantes, ressemblent souvent à des chevaux de compagnie décorés, lâchés pour 1 heure ou 2 de liberté. Conscients de la valeur de la couleur, les artistes des villes européennes s'efforcent d'adopter la teinte des gens de couleur. Ils comprennent combien le blanc mort est inexpressif et ils essaient d'utiliser ce que nous cherchons à dissimuler. Les modèles de leurs boutiques sont colorés à dessein pour mettre en valeur les beaux costumes qui nécessitent de la couleur. Certains de ces Européens disent franchement aux Noirs qu'ils les envient pour leur couleur. Il n'est donc pas surprenant que les cafés et les hôtels européens emploient des Noirs américains ou africains pour fournir cette couleur qui manque aux Européens. Les photos de ces hommes noirs sont parfois affichées avec beaucoup d'effet. Celles de Joséphine Baker ornent les vitrines des grands magasins de Paris. Ici aussi en Amérique, nous observons que les centres d'art s'éloignent également du blanc mort pour apprécier la richesse de la couleur. L'auteur s'est senti quelque peu encouragé récemment lorsqu'il a parlé avec une dame de Washington qui dirige The Pandora, un établissement unique consacré au design, lorsqu'il s'est enquis des progrès réalisés pour apprendre aux personnes de couleur à porter ce qui leur va bien. Elle a fait état d'un succès considérable.
Parfois, les clients insistent pour acheter des vêtements inconvenants, mais en général, elle leur a montré qu'il n'était pas sage de le faire, et la plupart d'entre eux suivent maintenant ses conseils. De cette manière, cette femme entreprenante mène non seulement une activité pionnière, mais elle rend également un service social. Elle n'a pas reçu de formation particulière dans ce domaine, mais elle a pris l'initiative de mettre à profit ce qu'elle a appris en étudiant les lois de sa communauté. D'autres d'entre nous peuvent faire de même si nous essayons d'aider le noir plutôt que de l'exploiter. Wadoto wasi toto emeho no ekoti sunubi wale. C'était la lecture du livre La mauvaise éducation des Noirs. Auteur Carter Godwin Woodson. Audio Coty.